Chapitre 3. Les prémices. Avant les événements que j'ai relatés précédemment, il y eut des signes précurseurs de ce qui m'attendait. Je n'en parlais pas autour de moi. Je le ressentais profondément, sans oser même me le formuler clairement. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai senti comme une bonne étoile qui me protégeait et me donnait confiance en l'avenir. Peut-être était-ce banal, peut-être n'était-ce que de l'inconscience. Puis, dès que j'ai commencé mon premier tableau avec de la peinture en bâtiment à Rio de Janeiro, j'ai perçu une force me pénétrer. J'étais parti au Brésil début 1973 à la recherche d'une nouvelle vie, mon diplôme d'architecte ne débouchant que sur le chômage ou des boulots sans grand intérêt, loin de la créativité qu'imagine le grand public. Aussi, j'en avais assez de la vie parisienne, de la France, de l'Europe, et cherchais un pays d'avenir. J'avais envisagé diverses possibilités, comme le commerce des pierres précieuses et le trafic de cocaïne. Heureusement, ça n'est resté qu'au stade de la plaisanterie. On m'avait proposé de représenter des artistes par des œuvres multiples en lithographie ou sérigraphie. Bien que je ne parlais pas le portugais et ne connaissais que quelques hippies anciens chanteurs de la comédie musicale Hair, j'ai réussi à organiser des expositions à travers le Brésil sous le patronage de l'Alliance française. J'ai rencontré des galéristes et vendu des œuvres. Je suis devenu marchand d'art. Je ne pouvais importer que des œuvres sur papier, car je n'avais pas les contacts pour les toiles et les douanes brésiliennes prélevaient des taxes exorbitantes. Un jour, le propriétaire d'une galerie de São Paulo me demanda, dans un sabir de français, anglais, portugais, si on pouvait trouver un artiste brésilien capable de peindre à la manière de Vasarely et de son école de peinture géométrique dont on vendrait la production à de riches acheteurs intéressés. Déjà, j'étais poussé par un peintre franco-brésilien, un sacré personnage assez aventurier et à forte personnalité, Eduardo Dolome, qui m'assurait que j'aimerais beaucoup manipuler les couleurs et que la peinture géométrique, avec ma formation d'architecte, ne devrait pas être trop difficile pour moi. Comme je voyais là un moyen agréable de gagner ma vie en collaborant avec la galerie et n'ayant finalement guère la fibre commerciale, j'ai annoncé que j'allais exécuter moi-même ces tableaux. C'est alors que, fin 1973, dès que j'ai commencé à peindre, j'ai senti cette force créatrice me pénétrer et me pousser constamment pendant les années suivantes. On pouvait me dire n'importe quoi. Je n'écoutais et ne suivais que ce que cette force me poussait à faire. Les titres même des tableaux, sans forcément de rapport avec l'image, m'arrivaient par inspiration. Et on s'est aperçu beaucoup plus tard qu'ils se suivaient, racontant une histoire cosmique, allant de l'infiniment grand à l'infiniment petit, en passant par l'astrologie et l'alchimie, décrivant le monde et annonçant même des événements avérés par la suite. Plus tard, j'ai reçu plusieurs scientifiques du CNRS et du CERN. L'un a trouvé que le tableau appelé Yampsi représentait le moment où une pensée passe d'un neurone à l'autre par les synapses dans un échange d'ions de sodium ou d'autres composants, je ne me souviens plus très bien. Un autre, dans un de mes tableaux spectacles, avait découvert que j'avais représenté le noyau d'une bombe atomique au moment où l'atome de je ne sais plus quoi vient perturber l'atome de je m'en souviens pas non plus. Évidemment, sans intention de ma part, uniquement poussé par cette force. Courant 1974, je rentre à Paris pour me mettre à peindre d'arrache-pied, sachant de par mes études à l'école des beaux-arts de Paris que la meilleure façon d'apprendre est de travailler et travailler encore. J'y prends goût. Pour vivre, je réalise des peintures au pochoir représentant une petite bonne femme sur le bas de pantalon en jeans à la demande d'un marchand de vêtements du quartier du Sentier. J'avais transformé mon appartement de Montparnasse en véritable atelier utilisant les portes de placard que j'avais posées sur des tréteaux, assistés de 3 ou 4 ravissantes maliennes de la même famille. J'assurais mes livraisons en moto pour me faufiler à travers les bouchons. C'était une vie très agitée, sur les nerfs, qui s'est arrêtée brutalement
la mode étant passée avec le changement de temps. Mi-octobre, je retourne au Brésil avec mes toiles enroulées sous le bras. Comme j'étais l'artiste, il n'y avait pas de problème avec les douanes. Je me rends à la galerie à Ponche pour démarrer notre commerce selon nos accords. Mais le patron me regarde de biais, très gêné, et commence à remettre en question tous nos arrangements. Bref, plus d'exposition, plus de business. Picasso venait de mourir et le galériste avait pu obtenir que Paloma, sa fille, vienne exposer. Soudainement, cette petite galerie accédait au niveau des grandes. Le nom de Picasso importait plus qu'une exposition à la manière d'eux. J'ai assisté au vernissage qui fut un grand succès. Une foule importante s'y bousculant. Mais j'étais amer et dépité. Mon aventure picturale aurait pu s'arrêter là. Mais, en définitive, ce fut une chance. Sans cet événement imprévu, j'aurais probablement fait un travail de production commerciale, peut-être lucratif, alors que je ressentais déjà le besoin d'exprimer ma propre sensibilité. C'est donc involontairement de sa part, grâce à Picasso, que je me suis lancé dans la création artistique sans d'autres contraintes que celles de ma recherche. D'avoir été marchand de tableaux m'a grandement aidé. Un jour, on m'a présenté Charlotte Majewski, charmante Française qui s'était retrouvée à San Paolo pour réaliser l'héritage de sa mère, une grande aventurière qui avait amassé une petite fortune en bourlinguant. Charlotte, qui n'était pas le moins du monde aventurière, elle tenait une petite blanchisserie à Paris, eut la gentillesse de m'héberger un moment et apprenant la mésaventure qui m'était arrivée, prit l'initiative de me présenter au Brésilien qui assurait la succession de sa mère. Celui-ci, João Penteado, était très riche et issu d'une famille très réputée, avec beaucoup de relations et comme beaucoup de Brésiliens de la bonne société de cette époque, il adorait les artistes et la France. Il parlait un peu français, ce qui facilita nos contacts. Moi-même, je commençais à pouvoir converser en portugais. Entre autres biens, il possédait une somptueuse villa moderne de forme triangulaire sur 2 niveaux, avec des toits en voûte à la manière mauresque et ouverte sur un patio intérieur. À cette époque, il ne l'occupait pas, envisageant de refaire la décoration. Je lui parle de mon projet d'organiser une exposition d'un soir dans sa villa inoccupée. L'idée l'amuse et il accepte, mais à condition que je prenne en charge les frais du cocktail que lui se chargerait d'organiser. Bien que très riche, il était près de ses sous. Mais étant tellement confiant dans ma bonne étoile, j'acceptais en me disant que dans le pire des cas, il pourrait toujours faire face aux dépenses. Entre le moment où je l'ai décidé et la date choisie, il y avait 3 petites semaines. J'avais loué un appartement dans un immeuble de standing que je partageais avec Nicole Rivoire. Elle était comme une sœur pour moi. Déjà, on avait partagé un appartement à Montparnasse. Elle m'avait accompagné comme relation publique, car elle connaissait des Brésiliennes fortunées. Nicole a toujours su se lier avec des personnes célèbres, rencontrées par hasard et sans en tirer le moindre profit. Elle était très désintéressée. Elle-même, fille d'un important industriel lunetier du Jura. Dans nos voyages brésiliens, nous avons partagé le même appartement et parfois le même lit, mais toujours comme frères et sœurs, sans équivoque, bien qu'elle soit plutôt belle femme. On s'amusait beaucoup ensemble. Près de l'appartement, il y avait un des rares magasins de fournitures pour beaux-arts du Brésil. Et le propriétaire, français lui-même, flatté d'avoir un artiste français dans ses locaux, mit à ma disposition tout le premier étage, moyennant quoi je me fournissais chez lui. Pendant que je m'activais à peindre, pour compléter l'exposition dans une approche de plus en plus personnelle, Nicole allait rencontrer des gens pour en assurer la promotion. Utilisant ces relations, João Penteado m'obtint non seulement des parutions dans la presse, mais aussi un passage à la télévision Globo. Pour le grand soir, ce 3 décembre, tout s'annonçait très bien, sauf le temps. Une pluie incessante qui me faisait craindre le pire. Les serveurs étaient prêts pour le cocktail. On attendait. Enfin, les premiers visiteurs arrivèrent. Et d'autres encore. Et encore. C'était un triomphe. Tout ce qui comptait d'important dans l'état de São Paulo était présent, même le gouverneur. Dans la semaine qui suivit, João passa quelques coups de téléphone à ses amis. Bilan,
20 tableaux vendus à des prix inversement proportionnels au jeune peintre que j'étais devenu et qui avait peint sa première toile un an auparavant. Le cocktail payé, je versai 50% à Nicole pour son aide. Ensuite, je me suis dit que j'avais été fou de lui proposer un tel pourcentage, d'autant que finalement, elle n'avait pas fait grand-chose. Mais je suis quelqu'un de parole, et je me tiens toujours à ce que j'ai dit, même si je dois le regretter. Malgré tout, il me restait un gros paquet de billets dans la poche, et je me sentais riche, me disant que ça valait vraiment la peine de peindre. Encouragé par ce succès rapide, j'ai exposé ensuite dans une galerie à Brasilia. J'étais victime d'une arnaque. Ce fut le début, car j'ai dû perdre par la suite d'escroqueries plus d'une centaine de toiles entre le Brésil, la France et les USA. Puis à Santos, près de São Paulo. Je n'ai rien vendu et mon dernier voyage au Brésil en 1975 se passa très mal. Je revins donc à Paris définitivement et mon expérience de marchand me permit de m'organiser des expositions dans divers lieux. Elles n'eurent pas le même succès que la toute première, mais me permirent de vivoter jusqu'à la réalisation de mes tableaux spectacles. En contrepartie, j'avais l'immense plaisir de ne faire que ce qui me plaisait. Mais je me suis aussi rapidement rendu compte qu'un artiste ne peut ni se vendre lui-même, ni assurer sa propre promotion. En 1977, je sous-louai une chambre comme atelier chez un copain, Michel Gianetto. Propriétaire d'un restaurant à la mode dans les Halles, il vivait la nuit et faisait aussi de la publicité pour un magazine d'électronique grâce à sa formation d'ingénieur dans cette spécialité. Un jour qu'il prenait son petit déjeuner pendant que je travaillais, il me dit : « La peinture, c'est très bien, on peut voyager par l'imagination. Mais depuis le cinéma et surtout la télévision, on est habitué à une image qui bouge. L'électronique pourrait permettre de faire bouger les tableaux. » Et il me parla de diverses techniques comme les peintures électroluminescentes qui ne se sont jamais révélées utilisables. Par contre, il m'avait insufflé une idée. Et après une nuit entière d'insomnie et un mois de réflexion, j'avais trouvé le principe qui a débouché sur mes tableaux spectacles appelés bien plus tard Visual Music. Je peignais sur une surface translucide, puis dans un boîtier très plat, sous la peinture, j'installais une deuxième composition de lampes colorées animées par de l'électronique liée à la musique. Dès le départ, je n'ai pensé qu'à la musique. Mais je n'imaginais pas les difficultés inouïes qui m'attendaient, ni dans quel engrenage sans fin je m'engageais, ni les effets extraordinaires qui allaient se produire. Pour mon premier essai, je me suis servi d'électronique en kit du commerce. Le résultat fut magnifique et connut un réel succès. Le tableau s'est vendu à une princesse d'Arabie Saoudite 15 jours seulement après son achèvement. C'était un peu les mille et une nuits. L'expérience était concluante. Je décidai de continuer. Mais très rapidement, j'ai constaté que si un tableau se contemple quelques secondes seulement, la moindre des musiques dure beaucoup plus longtemps. Et les appareils dont je m'étais servi produisaient à la longue une répétition monotone. Alors, j'ai commencé à chercher comment augmenter la durée de captivation. D'abord avec des moyens mécaniques pour varier les effets, mais qui se sont avérés trop répétitifs et bruyants, et je me suis orienté vers une autre solution. Me trouvant dans une société d'animation lumineuse près de chez moi, j'expose mon besoin au directeur qui me présente à son ingénieur en électronique, Jean-Michel Deschamps. Celui-ci, ayant rapidement compris ce que je recherchais, me donne rendez-vous dans un bar. Là, il me propose de réaliser mes circuits directement, ne rétribuant que le matériel qu'il me fournira sans me faire payer les études, qui sont très coûteuses dans ce domaine. Bien sûr, j'accepte. Et il me réalise un premier appareil modulateur de lumière, beaucoup plus perfectionné que ceux que je trouvais en kit, mais qui, après différents essais, se révéla encore insuffisant. Je lui demande alors quelles sont les possibilités de mouvement et d'analyse du son. Il me les énonce et nous mettons en point ensemble tout un système modulaire électronique me permettant d'analyser la musique et la transformer en balai de lumière. J'appris par la suite, par des installateurs d'animation lumineuse, que Jean-Michel était connu comme étant le meilleur ingénieur électronique sur la place de Paris pour ce genre de travail, et que sa réputation de sérieux n'était plus à faire. D'ailleurs, quand je montrais ses réalisations à d'autres professionnels,
Il se disait impressionné devant la qualité des modules. Alors, qui a guidé mes pas jusqu'à lui? L'esprit protecteur? Problème. Il me demande combien de points je veux pour tel ou tel appareil. Grave question qui allait conditionner toute la suite de mon projet. Mais que pouvais-je répondre? J'en avais pas la moindre idée tant que j'en ai pas fait l'essai. Sur quoi me baser? Je n'avais aucun point de référence. Sauf... non, quand même, trop irrationnel. Et si je me trompais, on ne pourrait plus revenir en arrière. Ça se passait au début novembre 1978. J'avais lu, quelque temps auparavant, un livre écrit par James Churchward, Mu, le continent perdu. Il disait avoir rencontré aux Indes un vieux prêtre qui l'initia au déchiffrement des tablettes sacrées entreposées dans son temple. Elle racontait l'histoire des débuts de l'humanité et constituait les ultimes traces du premier langage écrit de l'homme. Une première civilisation au très haut degré de connaissance spirituelle se serait développée sur un continent appelé Mu, situé au milieu du Pacifique et englouti, comme le fut plus tard l'Atlantide. Cette civilisation se serait développée il y a environ 100 000 ans. Vrai? Faux? Les archéologues officiels disent ne trouver aucune trace de ce continent et de cette civilisation. Cependant, récemment, fin 2007, sur la chaîne de télévision 5, a été diffusé un dimanche après-midi un documentaire très intéressant. Des scientifiques autrichiens ont eu l'idée d'appliquer sur le sol terrestre les étoiles constituant le zodiaque astrologique. On peut d'ailleurs se demander pourquoi dans le passé les anciens choisirent telle ou telle étoile pour en faire des images symboliques. Ces scientifiques ont constaté, grâce à l'ordinateur et des logiciels spécialement adaptés, que les étoiles projetées sur Terre correspondaient il y a 100 000 ans à des points géographiques remarquables qu'on appelle des amers et qui, avant l'invention des phares, servaient de repères à des navigateurs en mer ou sur Terre. Le zodiaque serait donc à l'origine une carte de navigation démontrant que les humains étaient capables, il y a 100 000 ans, de faire le tour de la Terre, à l'époque où était supposé avoir existé Mu. Dans ce livre, où les explications peuvent sembler être tirées par les cheveux, il y est dit quelque chose de surprenant qui fait penser que cette civilisation a peut-être bien existé. C'est son rapport avec les nombres. De nombreuses traditions accordent une signification aux nombres indépendamment de leur valeur numérique, principalement de 1 à 10, comme la numérologie, la kabbale, le tarot, etc. Mais leur signification fort complexe n'est pas reliée. Alors que pour Mu, les nombres de 1 à 10 forment une phrase. La voici. 1. L'être universel. 2. Le Dieu double. 3. Qui par son pouvoir a suscité. 4. Les 4 puissances. 5. Pour qu'elles viennent. 6. Faire régner l'ordre dans le chaos. 7. Créer et. 8. Faire se dresser l'homme. 9. Debout afin qu'il vive par lui-même. 10. Il est deux en un. Je me suis efforcé, avec l'aide de François, de retrouver dans la numérologie, la kabbale et le tarot cette signification. Bien cachée, bien dispersée, bien diluée, on la retrouve. Pour moi, du fait de sa cohérence, cette phrase a précédé les autres traditions pourtant fort anciennes et confirmerait la réalité de l'existence de Mu. L'interprétation n'est pas très facile, et ce n'est pas le propos de ce livre. On peut simplement constater qu'il y a aussi de l'humour, car 8 est connu entre autres comme symbole de l'amour. Donc, faire se dresser l'homme peut se comprendre comme l'humain qui se lève de l'animalité, mais aussi comme l'homme en érection. N'ayant aucune indication sur le choix d'un nombre de points quand Jean-Michel m'interroge sur ce que je souhaite, je lui demande à mon tour quelles sont les possibilités. Et je fais mon choix concentré sur la signification de cette phrase en fonction de ce que je ressens et souhaite exprimer. Pas très scientifique ou technologique. Mais pourtant, c'est ce qui m'a permis d'aboutir aux autres découvertes et à leurs effets stupéfiants. La peinture géométrique m'avait attiré, mais principalement celle de Vasarely, et dans son œuvre essentiellement,
ces tableaux carrés qui, par jeu optique, donnaient l'illusion d'une grosse boule surgissant en relief. Par contre, mes tout premiers tableaux furent inspirés d'Ivaral, le fils de Vasarely, car plus simple à réaliser. Plus simple ne voulant pas dire moins intéressant. J'ai beaucoup aimé l'évolution de ce peintre. Après, je suis venu à cette boule en relief que j'ai triturée à ma manière, simplifiée quand même, jusqu'à ce que j'ai l'intuition qu'elle était la porte d'un autre univers et qu'il fallait que je l'ouvre ou la perce. Il fallait pour cela que je réussisse à donner une illusion de profondeur au lieu du relief. Ce n'était pas facile. Avec des formes purement géométriques, il est beaucoup plus aisé de donner l'illusion du relief que celle de la profondeur. Cette recherche m'a occupé pendant l'année 1975 jusqu'à ce que je réussisse à ouvrir cette porte sur un univers cosmique début 1976. Immédiatement a débuté un grand voyage dont les titres des premiers tableaux donnent une idée. Voyage stellaire, froid galactique, barre sur le temps. À un moment, j'ai peint une grosse boule à la Vasarely dont une partie des plaques, la constituant, se désagrégeait et partait dans un autre univers, de l'autre côté du mur, dont on apercevait un grand magnifique ciel. Je l'avais appelé Vasarely, ta peinture fout le camp. Ce voyage qui commençait, je l'ai baptisé l'Odyssée de la conscience. Il a duré jusque vers 1981 avant d'être supplanté définitivement par la recherche de l'extasium qui avait débuté, sans que je le sache, avec mon premier tableau spectacle en 1977. C'était l'aboutissement de ce long voyage pictural et cosmique. Mes premiers tableaux animés en musique étaient composés dans l'esprit de ce voyage cosmique avant que les règles de captivation de la musique transformée en ballet de lumière que j'avais découvertes n'imposent leurs lois dans une apparence beaucoup plus rigoureuse, revenant à une structure purement géométrique du début de l'œuvre, mais sur une base beaucoup plus carrée, beaucoup plus structurée. L'image finale de la porte de lumière est une pure construction géométrique centrée et carrée, comme les boules de Vasarely. Mais la technique de peinture est très différente, et au lieu d'avoir l'illusion d'un objet jaillissant à la figure, on a l'impression d'un paysage cosmique lointain ou d'un joyau de lumière vivante quand il est animé. Dans ce voyage cosmique de la conscience, j'ai rencontré par son œuvre un autre artiste qui avait senti dans une intuition profonde ce qu'un tel voyage pictural pouvait apporter ou provoquer. C'est le merveilleux, prodigieux dessinateur hollandais Escher. Il s'est passé un phénomène curieux alors que je parcourais un livre qui lui était consacré, Le monde de Escher aux éditions Chênes. Page 118, je tombe sur un autoportrait dessiné remarquablement, très réaliste, et je ressens une curieuse impression en plongeant mon regard dans ses yeux. La sensation qu'il m'adresse un message, me disant de continuer, que c'était la bonne direction, un encouragement dans ces moments difficiles. C'était le 19 décembre 1980. On pourrait penser que ce message s'adresse à n'importe qui. Mais en regardant la date inscrite en bas à gauche, je lis 2-43, que j'interprète comme février 1943. C'est mon année de naissance. Je compte sur mes doigts et je m'aperçois, sans que j'y ai prêté attention auparavant, qu'il s'agit du mois de ma conception, pas celui de l'acte sexuel, mais du moment où mon âme, probablement, est venue s'incarner. Troublant, non? Début 1974. Au commencement, j'ai aussi réalisé des copies de Vasarely, suivant en cela ses propres préceptes, puisqu'il écrivait qu'il offrait au monde un système modulaire pictural pouvant être utilisé par n'importe qui. Seulement, c'était invendable. Personne en ce temps-là ne voulait payer pour des copies, surtout si elles ne venaient pas du Louvre. Alors, un marchand de tableaux et le goût du risque réunis, je me suis laissé aller à signer un petit peu, tout petit peu, Vasarely. Quelques tableaux confiés à ce marchand ne m'ont pas rapporté ce que j'espérais, puisqu'il a disparu avec les œuvres. Je n'avais pas encore une grande expérience du monde de l'art. Il n'y avait que 3 mois que j'avais commencé à peindre. Aussi, je ne me suis pas trop inquiété de ces faux tableaux, puisqu'en fin de compte, une copie allant jusqu'à copier la signature devient un faux. J'aurais dû. Plusieurs années après, on sonne chez moi. Police, perquisition en règle.
embarqué à Versailles. Je passe la nuit dans une cellule en compagnie d'un gitan arrêté avec toute sa famille pour trafic de faux billets. Au petit matin, quand je récupère mes affaires, il manque 1 000 francs. Ne sachant pas ce qui allait advenir, j'avais pris tout l'argent dont je disposais à la maison. Je ne me suis pas laissé faire. J'ai provoqué une enquête administrative dans la police. Mais bien évidemment, on n'a jamais retrouvé les coupables, ni mon argent. Les ripoux, ça existe bien. Je fus transféré à Meaux, où habitait le plaignant Vasarely. Le juge, croyant que j'étais un nouveau faussaire du siècle, était prêt à me faire enfermer. Heureusement, quand il a entendu mes explications, il me remit en liberté. Quelque temps après, il eut une confrontation avec le marchand qui avait été retrouvé et emprisonné. En arrivant, le juge me dit qu'il devait y avoir quelqu'un qui ne m'aimait pas, car il venait de recevoir une lettre anonyme me décrivant comme le faussaire, l'escroc qu'il fallait absolument incarcérer. Il n'a pas été dupe, ni moi. Personne dans mon entourage n'était au courant. Et nos regards se sont portés sur le marchand mal à l'aise, qui en a pris finalement pour 3 ans ferme. Plus tard, au procès, j'avais apporté plusieurs de mes peintures qui ne ressemblaient plus guère à du Vasarely. La salle d'audience semblait transformée en galerie un jour de vernissage. Le président du tribunal, ses assesseurs, le procureur étaient médusés et j'ai même cru qu'ils allaient m'acheter une toile. À l'unanimité, ils ont déclaré « C'est beaucoup plus beau que du Vasarely ». Ce dernier, à qui j'avais adressé une longue lettre explicative de regret, d'excuses et d'admiration pour son œuvre, n'a jamais daigné me répondre, mais il a retiré sa plainte. L'acheteur du faux tableau n'avait jamais porté plainte. Malgré tout, à la surprise générale, y compris du procureur qui n'avait rien requis contre moi, je fus condamné à 1 an de prison avec sursis, depuis longtemps amnistié. J'ai appris par la suite que de nombreux peintres très célèbres, tels Picasso, avaient eu eux aussi des démêlés avec la justice pour ce genre d'affaires. Il faut dire que quand on est un jeune peintre habile mais démuni financièrement, et qu'on tombe sur un marchand sans scrupules, sans marchand pas de vente possible pour les faux, la tentation est grande. Cette expérience était très instructive, car elle m'a montré de très près les rouages écrasants de la justice et ses non-sens, mais aussi ses contradictions. En effet, savez-vous ce que deviennent les faux tableaux après un procès? Du moins à cette époque, je ne sais pas si ça a changé. Quelques mois après, le service des domaines les remet en vente sans aucune mention de faux, et ils repartent dans le circuit commercial. Dixit, le commissaire de police, responsable pendant des années de la lutte contre les faux de toutes sortes.